Bonsoir et merci d'abord pour votre présence et puis bien sûr aussi pour cette double invitation, triple invitation. J'avais oublié moi aussi l'entretien dans Plan Livre. Donc une double invitation à présenter une exposition qu'on a élaborée en 2017 à la demande d'une association de promotion de l'architecture qui a ses locaux dans la cité radieuse de Le Corbusier à Briey et qui nous avait donné une carte blanche. On a donc eu l'idée de présenter cette exposition une première fois. Et puis cette deuxième invitation qui consiste dans la conférence qui prolonge l'exposition, elle emprunte à l'exposition son titre, je reviendrai là-dessus évidemment, et elle la prolonge en ce que les maquettes qu'on a présentées, qu'on a réalisées en 2017 pour l'exposition étaient des maquettes de projets en cours, et que ce qu'on va vous montrer ce soir, c'est des projets construits, évidemment le temps passe. Et puis on finira pour prolonger cette prolongation par un projet plus récent qui est en étude et qui peut-être permettra d'ouvrir un peu des pistes sur l'évolution de notre travail. Pourquoi rusticité? Alors c'est un mot qu'on n'associe pas forcément à l'architecture et peut-être encore moins à l'architecture contemporaine. C'est un mot qui nous a intéressés en ce qu'il recouvre deux acceptions assez différentes, voire contradictoires. Il y a d'un côté l'idée de quelque chose de rustique qu'on pourrait rapprocher du kitsch, quelque chose d'un peu vieillot, d'un peu suranné, et puis de l'autre côté une définition plus technique d'une rusticité qui est l'adaptation d'une plante à son milieu. Et l'espace qui existe entre ces deux acceptions du terme est précisément celui qu'on essaye d'investir par notre travail. Alors je ne vais pas trop en parler avant de vous avoir montré les projets, évidemment. Je pense que l'idée, c'est que les photos et les bâtiments sont une illustration de ce positionnement. C'est d'ailleurs cette image et un poster qu'on a imprimé pour l'exposition. Ruralité, c'est à la fois le lieu de la rusticité, si on parle de plantes ou si on parle de machines agricoles robustes et efficaces. C'est aussi une manière de présenter notre agence en ce que c'est le lieu où on travaille, de manière très pragmatique. Encore faut-il peut-être préciser que cette ruralité n'est pas celle d'une campagne bucolique et romantique ou un peu passée, mais qu'on l'envisage plutôt comme quelque chose de beaucoup plus ouvert et de beaucoup plus intégrant, qui serait le contraire de ce qu'est la ville dense, dans laquelle on ne travaille pas par choix, mais un peu par nécessité. Donc la ruralité, ce serait finalement la campagne avec des agriculteurs, mais aussi des lotissements, des golfs, des zones d'activité affreuses. Voilà tout un sac de lieux assez difficilement réductibles à une définition homogène. Et c'est dans ces contextes extrêmement variés qu'on travaille et qu'on essaye de trouver la rusticité que j'ai donc le caractère d'adaptation de notre architecture à ces situations diverses. C'est un territoire qui n'est pas d'emblée attirant, mais qui nous intéresse comme territoire d'action pour sa prise au réel. C'est le territoire le plus conséquent et sur lequel on a le plus de moyens d'agir. La question que pose finalement ce mot, c'est comment est-ce qu'une proposition architecturale, un projet d'architecture peut infiltrer son milieu, peut s'adapter à son milieu et finalement
quel qu'il soit, hein, même s'il est particulièrement indigent parfois, et trouver donc sa raison d'être et sa légitimité. Et on espère que ce qu'on va vous montrer répondra à cette question. Disons que pour l'instant, elle reste ouverte. On va donc présenter 6 projets. 4 de ces projets sont exposés à la Maison de l'Architecture. Et puis pour les présenter, peut-être on va dire un peu la manière dont on travaille. On essaye toujours de trouver une idée relativement simple, pour ne pas dire bête, qui résume un peu les enjeux de notre programme. Et ensuite, on essaye de bien réaliser cette idée simple. Dit comme ça a l'air assez facile. Évidemment, il faut encore le faire, mais peut-être que cette naïveté ou cette simplicité qu'on invoque, il faut la replacer dans le contexte d'une relation entre un architecte et un commanditaire. Le commanditaire qui, par définition, n'est pas architecte. C'est assez rare qu'un architecte fasse appel à un autre architecte pour se faire construire quelque chose. Donc, la plupart du temps, on travaille avec des gens qui ne sont pas architectes. Et il faut bien les convaincre de ce qu'on va faire pour que ça fonctionne. Et donc cette simplicité est le premier outil, en fait, ce qu'on pourrait grossièrement appeler de la médiation, peut-être. Donc on va balayer très rapidement les 6 lieux et les 6 idées simples qu'on a eues et les 6 programmes qu'on va présenter, puis ensuite on rentrera dans le détail. Quand on parle d'idée simple, c'est aussi très important pour nous que cette idée simple soit lisible. Si elle est lisible pour la maîtrise d'ouvrage, on a l'impression que ça augmente la capacité de l'architecture à prendre sa place et à faire réellement effet. Si c'est exclusivement une idée d'architecte, on est moins sûr de la pertinence de l'action qu'on mettra en place. Le premier projet, c'est donc, le premier contexte, c'est pour le coup la vraie campagne bucolique à l'ancienne. Il s'agit d'un chai viticole dans les Côtes de Moselle. Et l'idée qu'on a eue pour faire une exploitation agricole, c'était de construire un hangar agricole. Voilà, c'est une première illustration de cette bêtise qui est notre tentative méthodologique de dire des choses intelligibles. Le deuxième projet, c'est pour le coup beaucoup moins romantique. C'est une zone d'activité dans laquelle il s'agit de construire un data center. Et on a eu l'idée de construire ce data center comme étant un bunker. Le troisième lieu, c'est un village très très rural, pour le coup vraiment dans son jus. Un village de moins de 200 habitants qui perd un peu des habitants et dans lequel le maire veut construire une boulangerie. Et on a eu l'idée de proposer une sorte de halle médiévale pour faire dans ce village traditionnel une boulangerie traditionnelle. Le quatrième site, c'est une zone d'activité composée de grosses boîtes d'une laideur assez générique, dans lequel il s'agit de construire une maison funéraire. Nous avons eu l'idée, dans la zone d'activité, de construire une grosse boîte assez identique à celle de nos voisins. Le cinquième projet, c'est pas tout à fait un village, c'est une petite ville en périphérie de Nancy. Nancy, qui est là où on travaille, qui est aussi une petite ville, donc c'est quand même assez reculé déjà, et il faut à nouveau construire un funérarium, mais cette fois il est public. Et là, nous avons l'idée de répondre à cette commande par le fait de construire un caveau. Parce que le site est le cimetière de la commune. On doit construire le funérarium dans le cimetière. Et puis le sixième projet, ce sera une médiathèque dans un petit village, avec cette particularité que le village est traversé par une route nationale. Donc le village-rue traditionnel de nos campagnes est plutôt un village autoroute. Donc la tradition a déjà un petit peu de plomb dans l'aile, on pourrait dire.
Et nous avons eu l'idée de réaliser cette médiathèque sous la forme d'une station-service au bord de sa route. Je précise tout de suite que les différents modèles que j'invoque, le hangar agricole, le bunker, la station-service, etc., n'ont pas, nous n'avons pas une visée métaphorique. C'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique. On emprunte des morceaux de réel. Vous savez tous ce que c'est qu'une station-service et vous verrez en quoi on fait réellement une station-service. Quand on parle d'une halle du Moyen-Âge, alors évidemment, elle n'est pas du Moyen-Âge par définition, mais je pense qu'on a tous des images de ce que c'est qu'une halle de village et on emprunte de manière assez littérale c'est des éléments constructifs, des éléments matériels, des images pour les mettre au service du programme qu'on va traiter et les mettre au service de l'intelligibilité de la proposition architecturale qu'on va faire. Et ces images qu'on convoque, c'est des types qui, à nouveau, comme je le disais juste avant, qui doivent être des types acceptés culturellement ou digérés culturellement de manière globale. Ça doit être parfaitement lisible par n'importe qui et compréhensible par n'importe qui. Pour définir de manière un peu polémique cette méthodologie qui fonde notre travail, on pourrait dire qu'on essaye à tout prix de ne pas être original. Voilà. On préférerait ne pas être l'auteur du projet qui défigure le lieu dans lequel il s'installe. Et là aussi, je pense qu'on a malheureusement tous en tête des images d'architecture odieuse commis par un architecte peu soucieux d'interagir avec le milieu culturel dans lequel on lui a demandé de travailler. On pourrait résumer ça par la fameuse formule de Bartleby, « We would prefer not to ». On ne préférerait pas être les architectes qui commettent une architecture indigente. Cela étant, il reste quand même à définir de manière un peu plus positive, je l'espère, la manière d'assumer cette commande qu'on nous confie. Donc on va reprendre les 6 projets dans le même ordre. Un chai viticole à la campagne pour une exploitation agricole. Est-ce qu'un hangar agricole ne ferait pas le job de manière assez efficace finalement? Le lieu, de manière un peu plus précise, c'est les coteaux de Moselle, c'est un jardin vraiment absolument délicieux. Ça, c'est une photo avant qu'on commence à travailler, avec des vignes, vous vous en doutez. Il est bien exposé, il y a aussi des petits fruits, des vergers, voilà, donc un petit paradis caché sur les coteaux. Et le hangar agricole s'impose comme une évidence parce que la première qualité du hangar, c'est d'être capable, c'est un volume capable d'accueillir bien des choses. Et puis, dans le cadre d'une certaine rationalité technique et économique, évidemment, il faut le dire aussi. La seconde qualité du hangar agricole, c'est qu'il est de fait intégré. Vous ne verrez jamais quelqu'un dire qu'un hangar agricole, tout hangar qu'il est, ne s'intègre pas à son exploitation. Voilà, donc ça c'est une photo du projet. On ne vous a pas menti quand on parle de hangar agricole. Il ne s'agit pas, comme je le disais, d'une métaphore. Il s'agit vraiment d'utiliser les caractéristiques techniques et économiques de ce hangar. Et puis, à certains égards, il s'agit de cacher le programme dans ce hangar. Alors, le hangar n'est pas invisible, cette photo en atteste, mais encore une fois, un hangar agricole à la campagne n'est pas une idée saugrenue, n'est pas choquante, même si, évidemment, il a quand même un certain impact sur son environnement. Là, on voit le plan masse d'une partie du terrain. Ça, c'est le bâtiment. C'est un grand rectangle de 50 mètres sur 10. Donc, c'est déjà une belle barrette qui ne passera effectivement pas inaperçue.
Et elle est rangée, je reviendrai là-dessus, en étant parallèle aux courbes de niveau, pour des raisons d'intégration. Mais peut-être il faut un peu parler du programme aussi, parce qu'il est plus complexe que la seule exploitation agricole qu'on a en tête quand on parle de hangar agricole. Il y a une partie dédiée au stockage des machines agricoles, du pressoir, des cuves, et c'est par là que rentrent les vendanges, le niveau haut. Et puis on a une partie dégustation, une partie habitation pour la vigneronne et 2 chambres d'hôtes. Et la première, enfin la deuxième idée, si la première c'était les hangars, c'est que toutes ces différentes composantes du programme sont abritées dans la même structure, dans le même bâtiment. Et finalement, qu'on travaille, qu'on habite, qu'on visite, qu'on goûte ou qu'on dorme sur place parce qu'on ne peut plus rentrer en voiture, on est tous dans la même structure et on est au même endroit en fait. Et c'est bien un seul et même bâtiment qui absorbe les différents éléments de ce programme. Avant c'est le plan haut, ça c'est le plan bas. Le fait de se mettre parallèle aux courbes de niveau permet d'avoir un accès haut pour l'entrée des vendanges et un accès bas pour les livraisons. Le raisin rentre en haut, il est pressé, le jus coule par gravité. Et puis en bas, il est élevé dans des cuves et des fûts et ensuite embouteillé et il sort par en bas. Et puis l'autre moitié, donc ça c'est la partie cave, ça permet aussi, comme elle est dans la pente, d'être partiellement enterrée et donc de garantir une certaine inertie thermique qui est une donnée absolument essentielle du process même qu'il s'agit d'accueillir. L'autre moitié du plan, c'est des pilotis, parce que dans une exploitation agricole, il y a toujours pas mal de bazar à mettre à l'abri de la pluie, et notamment des voitures, mais aussi des machines, des outils. Donc on a ces quatre moitiés, 4 quarts plutôt, ce serait probablement plus pertinent, assez différents. Et puis on va les balayer un peu. Ça c'est les chambres d'hôtes qui s'ouvrent vers les vignes. Il y en a 2 avec chacune leur loggia. Là on s'est déplacé un peu vers la droite et on voit la partie habitation et puis ensuite la partie dégustation qui est un peu plus visible pour des raisons évidentes de signalétique presque. Et puis ensuite on arrive à la partie plus agricole à proprement parler, avec le hangar agricole stricto sensu. Ça c'est le niveau haut. En bas on a les pilotis dont je parlais avec tout le petit bazar et puis des escaliers qui permettent d'accéder aux parties hautes, donc de descendre de la salle de dégustation, passer par cette partie abritée et remonter dans les chambres d'hôtes, ou prendre sa voiture, le cas échéant. Et puis sous la partie du hangar agricole où on range les machines et le pressoir, il y a la cave de stockage et d'élevage, qui est une boîte en maçonnerie isolée et qui profite du fait d'être partiellement enterrée. Petite exception à cette manière extrêmement fruste, rationnelle et efficace de ranger tous les éléments du programme côte à côte dans ce grand rectangle, c'est le Saint des Saints, le lieu destiné au fût d'élevage, qui lui est vraiment enterré sous le terrain, mais qui est absolument invisible depuis l'extérieur. Ce qu'il faut préciser, c'est que finalement, chacune des parties de ce programme est traitée de manière spécifique. Les chambres d'hôtes, l'habitation et la dégustation sont des parties confortables, entre guillemets, habitables, donc isolées. Et en fait, c'est une structure bois. La partie du hangar agricole pour les machines, c'est effectivement un hangar agricole canonique, une structure métallique et du bardage. La cave, dans la mesure où elle est partiellement enterrée, c'est de la maçonnerie. Et puis les pilotis, c'est à nouveau de la charpente métallique. Donc malgré cette apparence un peu
un peu simpliste d'un hangar agricole, d'un bâtiment unique qui abrite des parties très différentes, il y a quand même finalement 4 structures complètement différentes. Et le hangar n'est pas tant finalement une structure homogène de hangar qu'une apparence de hangar qui permet d'y cacher des choses très différentes et d'organiser leurs relations. Sur cette photo, on est dans le hangar et on regarde la salle de dégustation. Ça veut dire que quand on est dans la salle de dégustation, on regarde le hangar, on regarde les machines qui rentrent et qui sortent, on regarde le process. Et on voit assez bien l'effet que ça peut avoir de finalement rapprocher des choses qui sont très différentes dans leur usage et dans leur fonctionnement, et puis de les mettre en relation, parce que la personne qui est en train de goûter peut avoir un certain intérêt pour voir les tracteurs, les cuves. Et donc toutes ces différences sont lissées, absorbées dans la structure homogène, ou plutôt, encore une fois, l'apparence homogène d'une structure unique. Donc vers l'extérieur, on intègre le bâtiment à son contexte, et puis vers l'intérieur, on intègre le programme à un bâtiment unique. Autre précision, ce n'est pas parce qu'on a cette idée un peu stupide de faire un hangar agricole qu'on ne peut pas faire de l'architecture et qu'on ne peut pas réfléchir à la qualité spatiale des lieux qu'on propose. Et donc quand on a, dans un premier temps, barré complètement le paysage avec cette grande barrette de 50 mètres, chose qu'on pourrait regretter d'une certaine manière, le bâtiment, à certains égards, joue contre le paysage. Un coteau, c'est bien le rapport de l'amont et de l'aval, des vignes d'un côté et de la vue de l'autre. Donc quand on a fait cette barrière avec le hangar unitaire, finalement on la découpe, on l'évide, avec ce qu'on appelait des tunnels un peu par défaut, qui traversent la structure de part en part et qui mettent en relation les vignes et la vue, l'amont et l'aval, et de manière un peu systématique. À chaque fois que le programme le nécessite, on découpe un grand rectangle qui permet ici d'avoir une sorte de préau à l'abri de la pluie pour des éléments festifs. Ça, c'est la salle de dégustation. Là aussi, on est entre les vignes et le paysage et en surplomb sur le hangar qui est à droite. Le salon de l'habitation, la pièce commune, est aussi traversante. Donc on habite dans un hangar, mais on habite aussi dans un paysage, et le hangar barre le paysage tout en l'absorbant. Voilà, ça donne cette chose qu'au début on a présenté comme une idée assez simple, un peu comme l'évidence d'un hangar agricole pour une agricultrice, mais qui finalement est plus complexe dans la manière dont il peut interagir avec son environnement. Le deuxième projet qu'on va présenter, c'est donc un data center. Alors on change assez radicalement d'univers et d'inspiration. Quand on commence à travailler sur ce projet, il s'agit d'une consultation ouverte, c'est même pas un concours. Le commanditaire, qui est un investisseur, auditionne différentes équipes, dont la nôtre, et il ne s'agit même pas de faire une proposition, on n'a pas de cahier des charges, on n'a pas de détails précis de ce qu'il faudra habiter, on n'a même pas d'idée technique de ce que c'est qu'un data center. Et puis on a à peu près aucune chance d'être retenu en tant que jeune agence, parce qu'on joue contre des agences beaucoup plus sérieuses qui, elles, savent de quoi elles parlent. Et donc on y va un petit peu la fleur au fusil, si vous me passez la métaphore militaire, en proposant un bunker avec des fleurs sur le dessus. Les fleurs, c'est pour le greenwashing, évidemment, ça intéresse n'importe quel investisseur, et le bunker, c'est pour protéger les secrets et les données qui sont le service qu'ils vendent. Il s'avère que une des personnes de cette maîtrise d'ouvrage est un ancien militaire reconverti dans le secret industriel,
Alors peut-être que ça nous aide à être retenus, mais ça confirme en tout cas la pertinence de l'évidence de parler de bunker quand il s'agit d'imaginer une forme, mais pas qu'une forme, aussi un fonctionnement pour un data center. Un data center, ça n'a pas de fenêtre, c'est des baies de stockage informatique. Ça n'a pas vraiment il y a une équipe administrative évidemment, mais on ne travaille pas dans les baies et ça produit beaucoup de chaleur, donc on n'a pas de fenêtre, on a de la ventilation. C'est un bâtiment qui doit être à peu près aussi sécurisé que invisible d'un point de vue du simple business. Ce n'est pas un endroit sur lequel on met des grosses enseignes pour dire on est là, c'est exactement l'inverse. La maîtrise d'ouvrage a l'habitude de parler d'un équivalent prison pour les données. L'ultra-protection d'un trésor qu'on leur donne à surveiller. Et il faut dire aussi que le lieu dans lequel on s'installe, c'est donc sur les franges d'une zone d'activité, comme vous les connaissez, elles ne sont pas vraiment plus belles chez nous que chez vous. Donc la présence architecturale de notre bâtiment ne va rien pouvoir faire contre cette laideur générique de la zone d'activité. Et du coup, la discrétion du bâtiment, finalement, dans son rapport à l'environnement, est un argument supplémentaire. Et on hérite de la dernière parcelle libre de la ZAC, qui est celle qui est exactement à l'entrée de la ZAC et qui borde, avec cette courbe qu'on voit en bas du plan, le rond-point d'entrée sur la ZAC. Donc on a une parcelle que vous avez vue être très en pente, qui est la première parcelle d'entrée, et on doit faire un très grand bâtiment. C'est très grand, c'est environ 2600 mètres carrés, qu'on ne doit pas voir. Ça, c'est la partie bâtiment, c'est un rectangle d'environ 100 mètres de long. Par 22 de large. Et Mathias parlait du terrain en pente qui est jamais un cadeau, avec des portances et des argiles dégueulasses. Donc tout est un peu au pire. Et finalement, la pente du terrain et le mauvais sol devient une sorte d'avantage technique s'il s'agit de faire un bâtiment discret en l'enfouissant. Cette coupe résume un peu on va dire le fonctionnement urbain du bâtiment. En haut, on a le rond-point, et puis on a ce qu'on a appelé le bastion, c'est-à-dire une partie pleine et aveugle qui abrite des bureaux génériques. On a une cour haute par laquelle on rentre dans le data center, et puis on a un niveau bas logistique à l'arrière. Et donc cette grosse barrette de 100 mètres et de 6-7 mètres de haut, depuis le rond-point qui est la façade la plus publique, la plus visible, ne mesure qu'1,50 m de haut, c'est-à-dire que en passant devant ce bâtiment, on ne le voit pas, c'est un muret, on va le montrer après. Cette cote de 1,50 m, on l'a prise par rapport à la cote, par rapport au niveau du rond-point d'entrée sur la ZAC, et on l'a définie dès le départ du projet comme la cote non dépassable par aucun élément du projet. Et cette image, c'est celle qu'on a présentée à notre maître d'ouvrage en lui disant voilà votre beau bâtiment, c'est-à-dire absolument rien. On ne va pas rentrer dans le fonctionnement je pense, les plans sont à moitié vides de la simple question de la confidentialité. Toute la partie data n'est pas publiable. Mais c'est surtout rempli d'ordinateurs, donc il n'y a pas de gens qui y vivent ou qui y travaillent, sinon pour de la maintenance très, très ponctuelle. Donc ça, c'est le niveau bas. Ça, c'est le niveau haut avec le pôle administratif, quelques bureaux. Et puis ce qu'on appelle donc le bastion, des bureaux génériques, ou pour étendre leur administration, ou pour faire du locatif, parce que les investisseurs, si on leur propose de la place en plus, ça les intéresse. Et comme ça ne change pas la visibilité, ou plutôt l'invisibilité du projet, cette partie s'est rajoutée dans un deuxième temps. On avait proposé un bastion plein dans l'argument général du projet. Et ils ont assez vite compris que si on ne le remplissait pas de terre, mais de mètres carrés, ils pourraient éventuellement
le louer ou augmenter leurs équipes s'ils avaient besoin. Ça, c'est l'élévation arrière. En fait, le bâtiment, le programme qu'on traite, c'est ça. C'est 100 mètres x 6 avec des grosses grilles de ventilation. C'est finalement une grosse boîte à peu près aussi moche que celles qui sont autour, enfin aussi bête, aussi dénuée d'intention architecturale ou d'expressivité. Mais cette façade, c'est la façade arrière, c'est celle que personne ne voit, ou alors depuis la campagne. Il y a presque 9 mètres de dénivelé. Et ça, c'est la façade intermédiaire. Sur la coupe, je vous ai montré entre le bastion qui émerge d'1,50 m et le bâtiment en double hauteur, on a du stationnement pour les véhicules. Donc ça, voilà, c'est la substance architecturale relativement objective, on pourrait dire, qu'il s'agit de mettre en œuvre. La seule exception à l'absence totale de fenêtres dont j'ai parlé, c'est évidemment les bureaux de l'administration. On les met tous au même endroit à l'avant pour évidemment éclairer les bureaux, et puis de manière très rationnelle pour rassembler les gens et leurs bureaux à un endroit, et puis derrière avoir cette grosse masse de béton et de baies. Qui est aussi la seule façade visible et lisible par les quelques clients qui viennent sur le site, et donc le panneau publicitaire qui est invisible depuis la ZAC. Et ça, c'est la cour intérieure entre la partie locative à gauche, le bastion, et l'entrée du data center à proprement parler à droite. Finalement, cette idée cette première idée du bunker qui rencontre, qui match avec les attentes et la nature du client, quand on a compris que c'est effectivement ça qu'ils attendaient et qu'ils voulaient, on la décline. Le bastion, c'est un terme militaire qui protège depuis le domaine public ce qu'on va cacher derrière. La cour, c'est une sorte de glacis où on voit l'ennemi arriver. Alors, mes métaphores ont leurs limites. Évidemment, les clients ne sont pas des ennemis dans ce monde-là, mais et puis toujours dans cette idée de continuer avec une approche, enfin une compréhension militaire du programme, se pose la question de l'entrée. Comment est-ce qu'on fait? Parce que dans un bunker, évidemment, il n'y a pas d'entrée, elle est cachée. Il y a des petites meurtrières, mais nous, comme on doit quand même faire une entrée pour les travailleurs et les clients, il faut qu'on trouve une formulation architecturale pour cette entrée. Et toujours donc dans ce registre militaire, on propose une sorte de herse revisité avec le local sécurité où on montre son badge. Et puis c'est comme ça qu'en étant rentré dans le bâtiment, finalement on n'est toujours pas tout à fait rentré, parce que ce tunnel en caillebotis, sol, mur et plafond, le traverse entièrement. D'un côté, on y entre, et de l'autre, il va déboucher sur le grand paysage. Finalement, quand on est à cet endroit, à gauche, il y a un grand coulissant qui permet d'ouvrir ou de fermer le tunnel en caillebotis sur la salle de réunion. Mais quand on est dans ce tunnel, on est encore dehors. On est plus dehors que quand on est dans les bureaux. Là, par exemple, on a reculé. On est tout en bas, derrière la façade logistique. Et cette sorte de loggia, c'est le tunnel en caillebotis qui débouche à l'extérieur. Et à droite de la loggia, c'est la cage d'ascenseur avec laquelle on descend dans les salles informatiques quand les gens du data emmènent leurs clients voir leur salle. Et donc on monte dans l'ascenseur qui est vitré sur le paysage et on s'enfonce dans le béton après être sorti du caillebotis. Là, c'est les bureaux. Comment est-ce qu'on formalise des bureaux? On ne les formalise pas, en fait, on laisse toutes les tripailles apparentes, électricité, ventilation, etc. Parce qu'évidemment, le data center participe d'un imaginaire militaire, mais aussi d'un imaginaire technologique. Donc si finalement tout ce qu'on doit faire, de toute façon, fait le décorum, fait l'ambiance technologique qu'il s'agit au service de laquelle
on est, ça marche assez efficacement. Et puis, quand on est descendu par l'ascenseur, comme l'expliquait Mathias, on arrive dans le grand couloir qui va desservir les baies de brassage, où là, on est plutôt dans un univers un peu de science-fiction, un peu rétrograde, parce que quand on a réfléchi au data center, on s'est dit que l'architecture serait toujours un petit peu en retard sur la vitesse de la fibre et de l'information, et que donc nécessairement, n'importe quelle tentative de représenter architecturalement la pointe de la technologie qui est celle de l'information serait caduque et serait périmée. Donc on a plutôt utilisé des images un peu cinématographique. Oui, et puis un peu vieillotte, comme un film de science-fiction, pour voilà, répondre à cet enjeu militaro-industriel. Et donc d'un peu plus loin, on voit comment finalement cette grosse banane, assez massive quand même, profite du terrain, des spécificités programmatiques pour être à peu près invisible. On vous a montré l'image, le premier rendu qu'on a montré au client, et ça c'est la photo du bâtiment réalisé qui tient ses promesses de furtivité. On va changer à nouveau d'univers parce que là on est dans un petit village, donc un peu dégarni, si j'ose dire, avec un maire qui aimerait bien revitaliser, c'est le mot un peu sale qu'il utilise, son centre-ville. Et il se dit qu'un village sans boulangerie, ça n'est pas un village. Et ils ont justement, en plein centre-ville, un bâtiment, une ancienne grange agricole, évidemment, qui est la propriété municipale, qui est vaguement utilisée pour stocker deux, trois trucs, et qui s'effondre aussi un petit peu. Donc l'idée du maire, c'est de dire, voilà, c'est là qu'on peut mettre notre boulangerie pour ramener un petit peu de vie et de lien social au centre du village. Voilà, à nouveau une idée diablement originale, celle de remplacer une ferme agricole par un hangar agricole. C'est strictement le même volume, la même portée, et à ceci près que pour franchir 18 mètres, c'est plus facile de le faire avec des portiques métalliques qu'avec des fermes traditionnelles. C'est évidemment moins cher et ça permet aussi d'avoir un volume capable absolument libre. Il n'y a pas de porteur intermédiaire, il n'y a pas de tyran. Il faut préciser que, évidemment, le volume de la boulangerie représente peut-être un tiers et encore un quart du volume capable de la grange. Donc il y a ce projet de boulangerie qui est le point de départ de la maîtrise d'ouvrage et de la commande, mais il y a aussi les 70%, voilà, 3/4 du vide qui reste, pour lesquels il s'agit de faire aussi une proposition en creux, si j'ose dire, de réfléchir à la manière dont le futur de ce bâtiment n'est pas compromis par la manière dont on va le restaurer. Le maire a très envie de faire un théâtre. On peut imaginer faire un théâtre, pourquoi pas, un jour. Bon, on a un petit peu fini le budget, donc il faudra probablement qu'il soit un peu patient avant de réinvestir, mais c'est cette idée complètement bête et en tout cas non originale de remplacer la grange par un hangar en ce qui permet d'envisager n'importe quel avenir. Et c'est un projet qui est donc doublement patrimonial. Il s'agit de réhabiliter une vieille grange de village. Ça, c'est un rapport au patrimoine, on va dire, architectural. Et c'est aussi un patrimoine foncier de la commune. Et ils ont besoin ou ils ont envie de relancer une boulangerie pour revitaliser leur village. Mais ils ont surtout une surface disponible dont ils ne savent pas quoi faire et qu'ils veulent remettre en état. Et donc, une des questions qui nous est posée, c'est leur redonner le foncier qu'ils ont et le remettre aux normes et le remettre en capacité d'accueillir un programme qu'on ne connaît pas.
l'autre nécessité pour pouvoir imaginer le théâtre de Monsieur de Mer ou n'importe quoi d'autre, c'est pas seulement de franchir sans portique intermédiaire, c'est aussi de garantir une portance au niveau du plancher bas. Parce qu'évidemment, quand on crée ce plancher bas intermédiaire entre la boulangerie au rez-de-chaussée et le vide en haut, on n'anticipe pas sur des capacités porteuses assez conséquentes, on bride déjà le futur développement, le potentiel de cet espace vide. Et donc en haut, c'est le vide, on pourrait dire la réhabilitation du potentiel du bâtiment existant. Et puis en bas, c'est une trame de poteaux assez dense, à savoir 3 mètres par 3, qui est à peu près aussi générique que dans sa capacité structurelle que le hangar, mais qui permet d'absorber 650 décanewtons au mètre carré pour garder le futur ouvert. Donc beaucoup de colonnes, et c'est là que l'imaginaire de la boulangerie traditionnelle dans un village traditionnel revient, et cette idée d'une halle comme vous en connaissez tous. On se dit que si Paul fait autant d'efforts pour transformer une boulangerie industrielle en boulangerie pseudo-traditionnelle, la plupart du temps en mettant des fausses poutres en polyuréthane ou récupérées d'ailleurs, c'est probablement une idée assez efficace, et que si notre plancher très capable, avec cette structure très dense, est construit avec du vrai bois, ça évitera au boulanger de devoir mettre des fausses poutres quand on aura fini notre travail. Et c'est là que le titre du projet, Halle, prend un sens peut-être un peu plus complexe que la seule capacité du hangar agricole en haut, et devient un argument très technique, une capacité importante, mais aussi un argument, on pourrait presque dire, décoratif. Le décorum de cette boulangerie traditionnelle dans un village traditionnel, en un seul mot, c'est une charpente traditionnelle avec du bois massif et des petits chapiteaux qui brouillent un petit peu la donne et qui font que cet espace n'a plus vraiment d'âge, n'a plus vraiment de contemporanéité. Il aurait pu être construit il y a des décennies, peut-être même des siècles, et c'est en ça que finalement notre boulangerie se glisse un peu furtivement dans la tradition en la rejoignant de manière aussi espiègle qu'elle est sincère. Et on se retrouve donc avec une ancienne grange dont le patrimoine foncier est pérennisé, avec l'empilement de deux stratégies relativement identiques, mais aussi parfaitement contextuelles quant aux questions qui sont posées. Un hangar isotrope sur le dessus qui est posé sur une grille isotrope sur le dessous. L'un plus l'autre permet d'accueillir n'importe quel programme, le premier étant une boulangerie. Voilà, une boulangerie ou une librairie ou une crèche ou ce qu'on veut en fait. Le second était probablement un coiffeur. On finit peut-être avec des images de l'extérieur, parce que quand on dit que c'est un projet de patrimoine, la valeur patrimoniale de cette grange n'est pas son caractère éminemment architectural. Sa beauté, c'est précisément d'être parfaitement à sa place dans le village. Et donc, je crois que cette photo illustre assez bien le fait qu'on imagine plutôt bien une boulangerie traditionnelle dans cette charpente traditionnelle, mais aussi on voit bien comment le bâtiment terminé est finalement strictement le même que le bâtiment originel, à ceci près qu'il ne s'effondre plus, bien sûr, et qu'on peut y vendre des éclairs ou imaginer quoi que ce soit d'autre. Et ça, c'est une photo du projet livré qui n'a en soi aucun intérêt, sinon celui d'être finalement assez intégré dans le contexte qui est le sien.
Ce projet de cloître, c'est donc un funérarium dans une ZAC. Alors là, peut-être on peut commencer par décrire les difficultés qu'on a à imaginer le rapport entre le rituel de la mort et ces difficultés symboliques avec le contexte particulièrement violent d'une zone d'activité commerciale. On peut aussi rajouter à cette difficulté le fait que la commande pour un entrepreneur privé consiste en une partie magasin de pompes funèbres, donc un commerce où on vend des fleurs en plastique, des morceaux de granit et des petites plaques à mon grand-père. Et puis de l'autre côté, une partie, on pourrait dire presque religieuse, qui est celle d'accompagner son défunt et de faire son travail de deuil. Donc voilà, on a trois termes d'une équation impossible, la ZAC, le magasin de pompes funèbres et la dignité qu'on espère trouver dans une maison funéraire. Alors pour raconter un peu le quatrième terme bancal de l'équation, ou terme de l'équation bancale, c'est la maison existante qui est un reste d'une époque antérieure à la zone d'activité, une espèce de gros pavillon d'habitation qui ne correspond ni au magasin de pompes funèbres, ni au funérarium, ni à la ZAC, ni à rien. Donc la stratégie qu'on adopte, c'est finalement d'entourer cette construction avec les différents éléments fonctionnels du programme. Je ne vais pas rentrer dans le détail du plan parce que c'est pas ça le but. Et puis tout ce programme qui est traité de manière assez fonctionnaliste, assez simpliste, est empaqueté pour devenir une grosse boîte qui est évidemment beaucoup plus à sa place dans le tissu urbain de la zone d'activité que la maison d'origine. Donc une société de pièces qui font le job, encore une fois sans grande originalité. Et puis on a la nouvelle présence du bâtiment qui est celle, encore une fois, d'une grosse boîte dans un environnement commercial. Reviens peut-être. La façade avant, c'est la façade on va dire la plus visible, avec une grande vitrine pour la partie commerciale, là non plus, rien de très original, et puis une petite encoche plus discrète pour rentrer dans le funérarium. La façade arrière, c'est une façade parfaitement technique, avec le bardage le moins cher qui soit, et les portes de garage pour les corbillards, et l'entrée des corps, là, un peu plus spécifique, évidemment. Et il y a un élément dont je n'ai pas parlé encore, c'est le cloître. Pour l'instant, vous n'avez vu que on va dire la partie un peu indigente de notre proposition. Il y a évidemment ce cloître qui consiste à dire il est impossible de rentrer dans une pièce où on va voir la personne à qui on tenait et qui est morte depuis la zone commerciale, en passant devant la boulangerie industrielle Patichou et le petit chien à Flelou. C'est indécent. Et c'est précisément à ça qu'il faut qu'on trouve une solution digne et viable. Et il n'y a pas d'élément de programme qui nous est fourni qui est ce qui permet de réaliser ça. Ce qu'on a, nous, considéré être important, c'est qu'il y ait un moment entre la ZAC et la salle où vous allez veiller votre mort, il y ait un dispositif qui vous permette de vous extraire de la ZAC physiquement. Et donc vous reconnaissez maintenant le cloître et son invocation à la fois ancienne et religieuse. C'est finalement ni plus ni moins que l'entrée du programme qui permet de neutraliser l'environnement hostile, son bruit et sa fureur, si j'ose dire, et qui permet aussi de mettre en place cette évocation religieuse dans un funérarium qui est un programme parapublic. En l'occurrence, il est interdit d'afficher des signes confessionnaux parce que n'importe qui peut utiliser le lieu, donc il n'y a pas de croix, pas d'étoile, pas de lune, rien du tout.
Par contre, l'idée qu'on a, et d'où le nom de cloître, c'est d'utiliser ces arcades en plein cintre, parce que toutes les grandes religions monothéistes, en tout cas dans leur architecture classique, ont utilisé ce motif, et d'une manière assez naïve, assez directe, non savante. Ça évoque la religiosité qui est plus en phase avec le programme que l'environnement dans lequel on s'est inséré. Et évidemment, quand on présente la première fois cette idée de cloître, on a très peur que notre investisseur privé nous dise c'est parfait, vous enlevez le cloître, on économise 150 000 €, et puis j'aurai exactement mon bâtiment de merde, normal, dans le contexte de merde, normal. Et bien pas du tout, parce que c'est pas parce que c'est un businessman qu'il est bête, et il comprend bien que l'inutilité de ce cloître est en fait absolument indispensable et que c'est tout simplement ce qui va lui permettre de louer son service un peu mieux que ses concurrents. Et aussi parce qu'il a une certaine estime, je pense, de son rôle. Et donc le caractère un peu inutile, au moins en termes de mètres carrés et de surface utile, de la cour passe évidemment après le caractère indispensable de cette gestion de la dignité et du process qu'il s'agit d'accueillir, à savoir faire son deuil. Et puis on va montrer un autre funérarium. Celui-là, c'est pour une collectivité publique, donc dans un bourg un peu périphérique, dans le cimetière. Alors, il y a un peu le même ingrédient, à savoir comment est-ce qu'on organise un aller-retour vers la mort. On va voir la mort et puis on rentre chez soi. Ça, c'est la partie funérarium. Il n'y a plus la partie commerciale et il n'y a plus la partie ZAC. Donc on a le même process à certains égards à abriter, mais dans un environnement très, très différent. Le fait que ce bâtiment trouve sa place dans le cimetière, d'un coup, est beaucoup plus normal. Évidemment, on va faire son deuil, on va veiller le défunt, et puis ensuite, il sera enterré dans le cimetière. Tout ça est plus normal. Autre particularité du terrain, le fait qu'il soit assez en pente. Et donc, on a des problèmes d'intégration d'un ERP, donc d'un établissement public qui doit être accessible dans un terrain en pente. Là, notre proposition, c'est finalement de poser une pierre tombale dans le cimetière, ce qui n'est pas très original non plus, et puis de caler dans la topographie du terrain ce bâtiment au niveau de la rue pour qu'on puisse y rentrer tout simplement. Ce qui fait qu'à l'arrière, là où le terrain du cimetière monte, le bâtiment devient enterré. Et on en arrive à cette idée du caveau ou de la crypte de manière assez naturelle. Cette petite maquette montre un peu la manière dont on range le programme dans le terrain. Et finalement, cette évidence de l'accessibilité et de l'inscription du terrain dans la déclivité naturelle du cimetière devient on va dire l'argument spatial, mais aussi typologique peut-être de la crypte. Voilà, ça c'est Saint-Aignan sur Cher, c'est une crypte romane, je crois, du XIIe, avec un superbe cul-de-four. Est-ce qu'on arrive avec le budget d'une petite collectivité à ce niveau de pertinence, de justesse. Et donc on a un bâtiment très, très rationnel qui est construit en béton préfabriqué, en prémur. Ça pourrait être presque un entrepôt pour le stockage des municipales. Mais le fait qu'il soit enterré et la manière dont on traite le parcours, le fait de passer du domaine public vers la chambre de présentation du défunt,
évidemment, change un peu la donne. Donc on ouvre le mur de clôture du cimetière par ce portique. Portique qui ensuite va se prolonger à l'intérieur dans la profondeur du bâtiment et devenir une crypte qui est assez austère et assez impressionnante, mais qui n'est pas encore on va dire le terme du programme. Depuis cette colonnade, qui est déjà un peu peuplée de colonnes, on tourne à 90 degrés vers la droite et on rentre dans la chambre de présentation, qui elle n'est plus qu'en relation avec le ciel, avec l'oculus zénital. Et dans ce béton très austère, assez dur, on construit des voûtes en cul de four, en placo, qui sont ensuite floqués pour avoir une acoustique assez mate. Et on va dire, c'est la fin de la balade, c'est le terme de la raison pour laquelle on est là. On vient voir son défunt. Alors, il y a 3 salles. Il y en a une qui peut s'ouvrir sur une salle un peu plus collective pour éventuellement faire une fête, c'est un bien grand mot, mais une réunion voilà, de famille, par exemple. Et puis derrière, là où on n'ira jamais, et c'est bien pour ça que j'ai dit que la voûte en cul de four était la fin de la visite, il y a cuisine. Le mort rentre par une autre porte, et puis il est préparé avant d'être présenté. Il ne faut pas oublier que cette balade, le terme est un peu frivole, je m'en excuse, mais c'est bien ça. Hein. Un funérarium, on va voir un mort et on repart. On ne fait rien d'autre qu'attendre finalement. Donc il n'y a pas vraiment de programme sinon d'entrer, d'attendre et de ressortir. Et finalement le mécanisme de la crypte et le fait de s'enfoncer dans la pénombre vers le mort fonctionne de manière diamétralement opposée en ressortant. Quand on a passé le mauvais moment, quand on s'éloigne de la personne qu'on quitte, on repasse par la colonnade et on retourne vers la lumière. Quand les poteaux étaient éclairés sur fond sombre à l'allée, ils deviennent sombres sur fond éclairé. Et on ressort tout simplement. Et à l'extérieur, il y a une petite cour pour pouvoir faire je sais pas, prendre un peu l'air, fumer une clope, changer un peu de la lourdeur de l'intérieur, tout en étant un peu protégé du domaine public, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être exhibé comme ça au voisinage. Et puis on n'a pas forcément non plus envie d'être dans le cimetière, donc il y a cet espace un peu tampon de la cour circulaire. Et puis différents éléments comme ça de serrurerie laquée, assez précieuses, peut-être presque un peu désuète aussi, si tu reviens derrière sur voilà des choses un peu qui viennent adoucir la raideur générale du bâtiment et peut-être voilà, détendre l'atmosphère n'est probablement pas l'expression la plus judicieuse, mais en tout cas sur un mode mineur, compenser un petit peu la difficulté du fait d'être ici. Voilà, une tombe dans un cimetière, une crypte pour faire son deuil. Et puis une présence relativement discrète, pour ne pas dire invisible, dans le village, parce qu'on n'a pas envie de mettre des néons sur un funérarium et d'en faire un événement vulgaire. Le dernier projet qu'on va vous montrer, c'est donc une médiathèque, Velaine, en Meuse. Un petit village qui aurait pu être traditionnel, comme je vous le disais, si la rue qui le structure n'était pas devenue une route nationale, et donc un peu de choses près une autoroute, avec des camions qui passent toute la journée dans un sens et dans l'autre. Un petit côté un peu Far West, comme ça. C'est le site du projet. C'est le site du projet. Avec derrière cette esplanade où on va construire l'école. Au revoir. Et
l'idée qu'on a, c'est de se dire, bah, oui, la route nationale, c'est évidemment une nuisance, c'est du bruit, c'est de la dangerosité, c'est pas très public, mais c'est aussi de la visibilité pour un équipement qui a vocation à rayonner sur son territoire et à être un lieu de rassemblement. Il faut absolument que la médiathèque soit facilement identifiable et marque une centralité dans ce contexte un petit peu difficile. D'où le modèle de la station essence, dont on va réutiliser les codes spatiaux. C'est le totem au bord de la route pour afficher le prix de l'essence ou la programmation culturelle. C'est le parking pour qu'il soit facile de venir dans cet équipement des villes ou villages alentours. C'est un parvis pour marquer son caractère institutionnel. C'est la marquise un petit peu surdimensionnée qui désigne de manière évidente l'entrée. C'est les vitrines très ouvertes et très transparentes qui invitent à y rentrer et qui montrent ce qu'on peut y trouver. Donc tous ces éléments de la station-service jusqu'à la structure métallique, la neutralité blanche, etc. sont repris de manière parfaitement littérale de la station-service et on va dire réinjectés dans la médiathèque station-service publique. On rajoute juste évidemment, on remplace les cacahuètes et les Smarties par des livres et des vidéos. Et on se dit que de cette manière, l'architecture devient finalement une sorte d'abri assez neutre qui fait la part belle aux gens, aux enfants, à la lecture, à l'activité culturelle qu'elle abrite. Parce qu'il y a toute la partie aménagement intérieur, mobilier, une sorte de paysage à roulettes qui s'accommode assez bien d'un plan parfaitement libre, libre et flexible, qui est celui de la station-service. Voilà comment, finalement, l'idée un peu saugrenue, a priori, de confondre une librairie, une médiathèque et une station-service devient peut-être assez évidente et devient aussi strictement fonctionnaliste, qu'elle interagit aussi avec son contexte et avec ses usagers. Et la qualité de disponibilité de l'espace et de modularité de l'espace, à peu près autant que l'idée présentée à la maîtrise d'ouvrage de récupérer les dispositifs, l'efficacité des dispositifs d'une station-service pour les mettre au service d'un bâtiment à vocation culturelle dans un endroit où il y en a très très peu, elle est évidemment directement et comprise et récupérée par la maîtrise d'ouvrage. C'est exactement le même plan avec son paysage intérieur. Et puis c'est voilà, le résultat de cette présence qui est aussi peut-être aussi vulgaire que la route nationale au bord de laquelle elle s'implante, que visible et repérable, que transparent, que permissif. Voilà, on finira peut-être sur ces images et puis sur une dernière définition. Ce qu'on a essayé de raconter en l'illustrant avec mon projet, c'est cet objectif de rusticité. Comment est-ce qu'une plante, ou en l'occurrence un bâtiment, peut s'adapter à son milieu et du coup y trouver sa place et y survivre ou y proliférer. La réponse qu'on essaye d'y apporter, c'est peut-être cette idée de lieu commun qui est aussi finement polysémique que la rusticité qui ouvrait notre présentation. Le lieu commun, c'est cette chose un peu péjorative qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de qualité. Sinon peut-être celle d'être intelligible, celle d'être partageable
et celle de pouvoir devenir un lieu commun dans une acception beaucoup plus positive, qui est le fait de partager un lieu dont on pourrait peut-être dire que c'est notre mission d'architecte, de manière aussi modeste que prétentieuse. Voilà, le lieu commun, c'est donc le moyen et c'est aussi l'objectif de notre pratique. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez poser des questions, il y a juste une petite règle. Comme on a des micros et qu'on est retransmis en live, il faudra que je répète la question pour qu'elle passe dans la vidéo et ensuite j'essaierai d'y répondre. Moi, je peux me lancer comme ça rapidement. Je vais parler de complètement autre chose. Il y a pas mal de verre dans le projet, il y a beaucoup de verre. Et en fait, on ne voit pas bien parce que les images, évidemment, ne permettent pas de montrer tout ça, mais il est souvent assez finement mis en œuvre. Comment on fait pour vous débrouiller avec ça et les budgets que vous avez en général, par quelle stratégie pour passer? Alors je répète la question donc. Il y a beaucoup de verre dans le projet. J'ai compris qu'il s'agissait de verre VE2RE, de vitrage. Comment on fait pour mettre en œuvre économiquement donc ce vitrage assez surdimensionné qui est, eh bien, on ne met pas l'argent ailleurs. Évidemment, on n'en a pas parlé, mais c'est une évidence. Si on veut s'intégrer dans un environnement, il faut aussi s'intégrer dans un environnement économique. Et donc il faut bien compter les sous et les mettre à l'endroit qui nous paraît opportun. Pourquoi est-ce que le funérarium est une structure en béton préfabriqué? Parce que c'est économiquement très efficace. Pourquoi est-ce que la station-service sera construite en métal avec des portiques et des portées de 6 mètres? Parce que c'est économiquement très efficace. Pourquoi est-ce que le hangar agricole est un hangar agricole? Parce que c'est économiquement très efficace. Et quand on a dégagé des ressources en économisant à certains postes, les gros postes, que la boîte ne soit pas chère, pour parler un peu trivialement, alors on peut rajouter à la boîte ce qui lui manque, à savoir des belles fenêtres et un rapport au paysage qui ensuite est décliné en fonction du programme. Quand c'est le chai, bah c'est la nature, c'est la vallée, c'est les vignes, et quand c'est la médiathèque, c'est l'espace public, même si c'est la route nationale. Quand on a commencé la conférence en disant qu'on s'attachait à avoir une idée et ensuite à essayer de bien la faire, c'est nécessairement une stratégie globale quand on fait de concevoir le projet. Et on repère tout de suite quels sont les objectifs et les endroits où il va falloir concentrer et les efforts et le fait de tenir jusqu'à la fin jusqu'à la livraison, l'idée simple qu'on a eue au début, et donc de gérer l'économie globale du projet pour sortir ce qui est l'idée qu'on a présentée à notre maître d'ouvrage. Pour ça, ça veut dire qu'on regarde l'intégralité du projet stratégiquement, évidemment quant à l'économie, et ça commence tout de suite, et il s'agit de faire le plus d'économies possible pour quand l'idée simple coûte cher. Quand notre idée pour le funérarium de Thionville est de dire on va faire un cloître, qui pèse entre 10 et 15% du budget, quand il n'est pas dans le programme, bah, on a plutôt intérêt à stratégiquement faire des efforts un peu partout ailleurs pour que le maître d'ouvrage, même s'il a une certaine vision et une compréhension même économique de l'intérêt de cette proposition, il va falloir quand même que le fait qu'on utilise 15% du budget pour quelque chose qui n'avait pas lieu d'être au début soit finançable. Si on considère qu'un grand bout de verre est important, au chai, on met la barre qui coupe le paysage. S'il n'y a pas ces tunnels qui font que d'un côté les vignes, de l'autre la vallée, et qu'on fait des petites fenêtres, nous on a l'impression que l'intégralité de l'argument très simple qu'on tient au début s'effondre. On pourrait prendre l'exemple du data center. Au data center, on comprend en discutant avec le client qu'il nous attendait plutôt pour choisir une vêture,
un peu mode. Et puis comme on lui a dit qu'on n'allait pas du tout faire ça, on économise des centaines de milliers d'euros en faisant des façades en béton brut qui sont les moins chères possibles. De toute façon, il aurait fallu un mur en béton pour la protection. Et comme on ne fait rien d'autre, on libère d'énormes volants financiers pour le reste du projet, tout en renforçant la pertinence culturelle du bunker dans la ZAC. Et donc c'est un bon exemple parce qu'on gagne deux fois. On ne dépense pas des sous et donc on peut les mettre ailleurs. Et en ne dépensant pas ces sous, on renforce la présence du bâtiment et sa lisibilité. Encore faut-il qu'au départ, le client comprenne l'argument général pour qu'il accepte qu'on lui dise « vous nous mandatez pour décorer le bunker qu'un BE fera ». Et quand on lui dit bah, « tout ce que vous nous avez demandé de faire, on ne le fera pas du tout », alors il faut qu'il comprenne que ce qu'on lui propose de faire et qu'il en comprenne l'efficacité tout de suite. Sinon, nous, on a perdu et dans ce cas précis, on perd l'affaire aussi vite qu'on l'a eu. Oui. Est-ce que cette pratique de l'image que vous avez, qu'on retrouve un peu dans chaque projet que vous avez fait, qui est à chaque fois liée à une image et à une sorte d'archétype architectural, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place dès le début dans vos projets ou c'est au fur et à mesure des négociations, au fur et à mesure des rencontres avec les clients que vous vous êtes rendu compte que cette espèce de point commun qui pouvait être l'image et l'imaginaire collectif était un levier en fait suffisamment puissant pour appuyer des espèces de concepts un peu forts et radicaux comme ça? Ta question est très pertinente, mais elle n'est pas facile à répéter. Je vais essayer. Est-ce que les images archétypales qu'on invoque sont venues dès le début ou est-ce qu'elles sont venues au fur et à mesure de nos rencontres avec les clients? C'est ça? Et le fait de commencer par cette image archétypale. Alors évidemment, là, dans le cadre de cette conférence, on essaye d'en faire un exemple très lisible. Donc on appuie tout là-dessus. Et un projet est un peu moins linéaire que ce qu'on en fait. Mais c'est quand même comme ça que commence le projet. La boulangerie. Le projet, on l'a fait en un quart d'heure. On s'est dit, on va mettre un hangar, on va mettre une grille de poteaux, bien traditionnelle comme dans les boulangeries Paul, et ça, c'est fini. Et c'est fini parce que c'est tellement facile à concevoir et c'est tellement facile à expliquer qu'on ne voit pas trop pourquoi on irait chercher plus loin. Et le fait est que, et ça c'est du coup la deuxième réponse à la question, c'est par expérience, ça marche. Quand tu vas discuter avec ton conseil municipal de village, tu ne vas pas parler d'architecture parce que eux, ils sont plutôt chasseurs qu'architectes. Donc, c'est pas que ça ne les intéresserait pas de parler d'architecture, mais ils n'en ont juste pas les moyens. Et si tu leur parles d'architecture, tu risques ou bien de passer pour quelqu'un de pédant, ou bien d'être un peu en porte-à-faux, dans l'espace. Quand on leur parle, par contre, de la tradition qu'on invoque, de baguette tradition, Paul Hall traditionnel, ils disent « Ah ouais, ça c'est clair, c'est net, on comprend ». Et il y en a un qui dit « Et d'ailleurs, les chapiteaux, ça fait vraiment la différence ». Et même il nous dépasse. On n'a pas spontanément parlé des chapiteaux parce que c'est un peu anecdotique. Et c'est lui qui relève l'anecdote parce que l'histoire qu'on lui sert est tellement bébête, c'est pas péjoratif, et je ne dis pas que cette personne est bête du tout, hein, mais on peut se mettre d'accord parce qu'on parle d'eux en fait, on parle pas de nous. Et c'est à ça que sert l'archétype, ou c'est en ça que notre méthode fonctionne, je crois, c'est qu'on arrive à parler des choses dont on peut parler avec nos clients, dont on peut parler avec des gens qui ne sont pas architectes. Et indépendamment du commanditaire, même si parce que quand
l'usager n'est pas toujours le commanditaire. Quand on fait une médiathèque, il faut que le client nous suive et puis qu'on puisse avancer dans le projet. Et puis ensuite, il faut que l'usager comprenne aussi. Donc l'idée d'utiliser des images suffisamment évidentes, presque je sais pas, on pourrait dire des clichés archétypes, c'est évidemment plus élégant, mais c'est vraiment en faire un outil de médiation culturelle. Je dis plein de gros mots comme ça, médiation culturelle, quelle horreur. Mais en fait, si on n'accepte pas de faire cette médiation culturelle, ça veut dire qu'on n'accepte pas de partager, de mettre notre savoir au service de la communauté des gens qui vont l'accueillir et dans l'idéal, l'accepter et le vivre avec. Quand on fait je reviens sur la boulangerie par exemple, moi je me dis que quand les habitants du village auront oublié qu'il y a eu ce projet, c'est-à-dire assez vite, dans quelques années ce sera passé, le bâtiment sera là comme s'il avait toujours été là. Et cette manière qu'on a, nous, de disparaître en tant qu'architecte est probablement la garantie de ce que l'architecture fonctionne. Et si j'ai bien compris le début de ta question, évidemment qu'au tout début de notre exercice, on n'était pas prêt à être aussi radical dans la façon de construire un projet. Et je dirais que c'est les doubles retours maître d'ouvrage et analyse critique depuis chez nous des dispositifs qu'on met en place qui font qu'on avance vers si ton objectif est que ton projet architectural fasse quelque chose d'un point de vue culturel et devienne un dispositif qui fabrique quelque chose d'un point de vue culturel, alors il faut que tu considères ce qui est efficace de ce point de vue-là. Et la question de la lisibilité de ton argument et de l'efficacité de ce que tu convoques pour fabriquer ton projet, ça, il nous a fallu quand même un peu de temps et de projets et d'échecs, par exemple de compréhension de ce qu'on était en train de faire par le maître d'ouvrage ou par l'usager, ou d'analyse a posteriori qui nous permettent de constater que l'effet du dispositif mis en place n'est pas celui qu'on avait rêvé en tant qu'architecte, et qu'il est moins net en termes de suite, on va dire, et donc d'inscription. Quand on parle d'essayer d'infiltrer le réel avec l'architecture, c'est exactement cette question, c'est comment on fait pour qu'elle devienne efficace. Il faut évidemment quelques projets. On n'est pas au même stade aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je peux donner un exemple sur une façon de concevoir. C'est sûr. Et évidemment que quand on le raconte, on est en plus un peu plus précis et net que quand on fait notre tambouille au départ. Même si ça commence quand même maintenant, quasiment toujours par une seule idée, et souvent elle arrive très rapidement. Je pourrais donner un exemple de ça. La boulangerie, donc l'idée qu'on fait un bâtiment du Moyen-Âge, autant dire sans âge intemporel, elle nous vient des années avant quand on fait une petite maison en Alsace qui ressemble à une maison alsacienne parce que ça c'est le règlement d'urbanisme qui l'impose. Tu es obligé de faire exactement comme les voisins, un toiture en pente, à pente très raide en tuiles, donc très peu de liberté formelle. Et puis, pour des raisons économiques, on fait cet énorme volume de charpente en fermette industrielle. Donc là, il y a déjà un petit décalage. Et quand on le fait visiter un jour, une dame nous demande si c'est un bâtiment neuf ou un bâtiment existant. Parce qu'elle est perdue, parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle regarde. Et quand on entend ce que dit cette dame à propos d'un bâtiment qui n'a pas d'âge, on se dit, waouh, là on a réussi un truc. Et quand il s'agit de faire la boulangerie, ça ressort immédiatement. Donc il y a des itérations comme ça. Des fois, c'est un hasard qui te fait découvrir la bonne idée. Et puis, quand tu as découvert la bonne idée 5 ans avant, elle est prête et tu peux la réimplanter dans un contexte assez similaire, à savoir un village traditionnel contre un village alsacien. Mais voilà, je crois que ça illustre assez bien cette manière des fois, c'est du hasard, et puis de moins en moins. Et il y a quelque temps, quelqu'un à ta place dans une conférence nous a posé la question mais comment vous faites pour faire accepter ce qu'on vous a montré à vos clients?
Comment ils peuvent accepter des trucs aussi radicaux et parfois un petit peu durs, on va dire. On pense qu'on arrive à leur faire accepter ça par lisibilité de nos propos et parfaite honnêteté de ce qu'on leur dit. Ils ne sont pas surpris à la fin. Quand on dit on va faire un cloître avec des murs de 7 mètres de haut en béton et que ce ne soit pas trop large pour qu'il y ait vraiment plus que le ciel et qu'acoustiquement on sorte de la ZAC, quand on le livre et quand on coule les murs, le client n'est pas surpris. On ne lui a pas menti. Par contre, on lui a parlé d'un argument qu'il arrivait à comprendre. On ne lui a pas parlé de comment on allait super bien calpiner les banches pour que ça soit comme ci ou comme ça. Et il peut ne l'intéresse pas du tout. Il peut même trouver ça moche à la fin. Comme il a compris que c'était pertinent, il n'y a plus vraiment de question de beau ou de moche, parce qu'on on lui a jamais promis que ça allait être beau, parce qu'on s'en fout en fait. Enfin, après, je ne veux pas dire qu'on n'essaye pas de bien dessiner et de manipuler une certaine esthétique, mais ça n'est pas vraiment le sujet. Je crois que ce n'est pas possible de convaincre quelqu'un que quelque chose est beau s'il n'est pas d'accord. Par contre, tu peux éventuellement lui faire accepter qu'il trouve ça moche, parce que ça répond à une forme d'intelligence commune, partagée, qu'on a construit avec des archétypes et avec des clichés. Et sur ce travail à l'image, est-ce que vous réalisez en amont avec l'archivage, je sais pas, de photographie, ou vous faites appel uniquement à cet imaginaire qui est au final assez peut-être évanescent et qui laisse Alors, de liberté, ou est-ce que vous vous attachez à justement des éléments bien précis que vous avez photographiés? c'est un peu la question de notre imagerie, d'où viennent nos images, c'est ça, est-ce qu'on les archive en amont ou est-ce que pas trop. C'est plutôt justement, c'est plutôt le contraire. On n'a pas une belle collection très précieuse de super images prêtes à être livrées. On essaye plutôt de taper dans le grand sac commun en essayant de chercher des images dont on se dit qu'elles sont collectives, elles appartiennent à tout le monde. Funérarium, cimetière, tombe, ça va. Boulangerie, bois, tradition, charpente, ça va. Tu vois, et à chaque fois, c'est cette j'ai dit plusieurs fois, cette naïveté, cette stupidité. Je ne sais pas quel mot choisir parce que c'est toujours des mots négatifs et on les utilise précisément de manière très positive. C'est pas du tout cynique en fait. On n'arnaque pas nos clients en leur fourrant des trucs en loose. Juste, on essaie d'établir une connivence sur la base de ce fond partagé, partageable. Et si on avait une sorte d'archive d'images à convoquer, il y aurait un petit côté absurde à commencer un projet et à chercher celle qui irait bien, celle qu'on considère être celle qu'il faut faire ou celle qui va pour cette question. Et ben elle doit arriver toute seule et elle doit être c'est nos cultures à nous, de celles de toute l'agence. Et puis elles arrivent assez vite parce qu'elles sont souvent assez évidentes et c'est comme ça qu'on arrive à en discuter et à les présenter. Et on espère, c'est comme ça que nos projets arrivent à se mettre là où ils sont et à faire ce qu'ils ont à faire, ni plus ni moins. Il y a aussi, je pense, parce que ça dépend du contexte, quand on est dans un village pour faire une boulangerie, c'est des images un peu kitsch, un peu rustiques. Quand on est au bord de la route nationale, c'est plutôt du téléfilm. Le data center, à chaque fois on essaye en fait de trouver l'imaginaire duquel participe le bâtiment qu'on doit inventer. Et puis quand on a trouvé l'imaginaire, bon c'est fini, on fait notre boulot comme tous les architectes, on dessine des plans, on mesure des surfaces, on compte des sous, mais on le fait à l'aune de cette espèce de méta-image qui ne sera plus remise en question, ou le moins possible, ou qui servira même de toise pour prendre les petites décisions, les nombreuses petites décisions qui suivent. Bien l'idée simple,
c'est l'archétype, et bien l'affaire, c'est ne pas le perdre de vue, parce que d'un coup, la réglementation incendie, ou ci ou ça, qui pourrait te perdre ton objectif. Donc cette idée simple, c'est tout. C'est le fond commun imaginaire dans lequel on puise, c'est le juge de paix pour faire les arbitrages qu'il faut faire, c'est l'outil de communication marketing pour convaincre son client, c'est le médiateur culturel pour que des usagers à qui on n'aura même pas raconté l'histoire puissent plus ou moins se la refaire tout seul. Et c'est là, je trouve, qu'il y a une certaine beauté à l'architecture, je ne dis pas à la nôtre, mais en général, c'est ce caractère extrêmement synthétique. Et cette image s'avérera avoir été la bonne si justement elle permet de faire tout ça, de convaincre, d'entrer en résonance avec des gens normaux, comprendre pas architecte, et puis toi de ne pas t'égarer finalement à tomber dans l'arbitraire de je préfère comme ci, je préfère comme ça. Quand tu commences à poser cette question, c'est un peu louche, quoi. Ça veut dire que ce serait toi la légitimité de faire tel ou tel choix. Si justement la légitimité elle est plutôt dans le retour incessant comme un mantra à cette image première, alors ça t'évitera de toi-même, individu, de polluer la dimension collective de ce que tu essayes de faire. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.